Heureuse année à tous, bienvenue sur votre plateau d'analyse de l'actualité. Anissé Carlos Oké, heureuse année, bonjour. Bonjour Tanguy, heureuse année. Nous voici à nouveau pour une nouvelle année et surtout un nouveau numéro de cette émission, ce qu'il fallait démontrer. Beaucoup de sujets d'actualité entre-temps à notre absence. On peut déjà parler de ce sujet qui a largement dominé l'actualité, les Vodou Days, et toute la grosse attraction qu'il y a eu à Ouidah entre le 7, 8, 9 et 10 janvier dernier. On peut aussi extrapoler, parler de la fête du 10 janvier et la polémique autour donc de la consultation et de l'interprétation du TOFA pour son édition 2024. Ouais. Et comme la politique n'est jamais loin des Béninois, des sujets politiques il y en a eu aussi, notamment avec cette suggestion de la Cour constitutionnelle au Parlement d'aller revoir le code électoral. Il y a même une rumeur qui circule avec insistance actuellement sur la révision de la Constitution. Le porte-parole du gouvernement a dû s'obliger à sortir pour dire la position de l'équipe à Patrice Talon. On verra tout cela ensemble. On commence donc par le tout premier, les Vodou Days. Alors, quelle est la pertinence de cette initiative-là, M. Carlos Oké? Avant de répondre à cette question, je souhaiterais présenter mes vœux les meilleurs aux téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre depuis quelque temps, tous les jeudis et tous les dimanches. Je voudrais souhaiter beaucoup de paix et du bonheur dans les ménages et nous souhaiter tous ensemble une année télévisuelle exceptionnelle. Alors, quand j'ai dit ça, la pertinence des Vodou Days se lie à travers l'engouement qu'il y a eu autour. Ça se lie à travers l'effervescence qu'il y a eu à Ouidah. Et même si on a pu noter quelques ratés, quelques dysfonctionnements ou en tout cas des points sur lesquels il y a lieu de discuter, l'objectif principal me semble être atteint parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues d'ailleurs pour visiter notre pays et il y a énormément de compatriotes qui sont sortis aussi pour aller découvrir leur culture. Alors oui, on dira donc, vu l'attraction, que c'est bien pertinent et qu'il fallait peut-être instaurer ce rendez-vous-là. Mais le contenu de la fête, comment vous l'aviez vu? Le contenu, je l'ai trouvé aussi pertinent. Je l'ai trouvé aussi pertinent parce que toutes les couches et catégories qui sont dans le vaudou ont été concernées par cette fête-là. Ça a été une ferveur que tout le monde a partagée. Et je me suis rendu sur place à Ouidah, j'ai pu observer que ce soit du point de vue de la culture, que ce soit du point de vue du culte, nous avons eu des casiers bien remplis et je pense que si le Vodou Days n'existait pas, il fallait le créer. Le culte, vous avez dit? La culture et le culte, oui. Moi j'ai constaté que la plupart en tout cas des programmes arrêtés et déroulés ces 3 jours-là se résument à la danse, à la caravane et au concert. Donc essentiellement de la distraction. Oui, je pense qu'il faut savoir d'abord quel était l'objectif qui était poursuivi au départ. Dans le vaudou, vous savez, il y a beaucoup de composantes. Il y a la spiritualité, il y a la religion, il y a la culture, il y a la science qui est d'essence divine, il y a la médecine, donc il y a beaucoup de déclinaisons dans le vaudou et je pense que, étant donné le caractère sacré d'un certain nombre de choses dans ce domaine-là, ce qui intéressait le plus les organisateurs de Vodou Days, c'est de promouvoir la culture, instauré sous l'aspect folklorique et surtout le culte en ce qu'il est possible de rendre public parce que vous savez que la culture, le culte vaudou contient des interdits et beaucoup d'aspects du sacré qui font qu'on ne peut pas tout mettre sur la place publique. Donc, ce qu'il est possible de rendre public a été rendu public, mais c'est surtout beaucoup de kermesses autour de ce qui relève de la culture, qui est la chanson, les danses, et les rituels qu'il était possible de publier, effectivement, que nous avons vu à Ouidah. On n'a pas l'impression que c'était un rendez-vous de mobilisation nationale. Hein. Les acteurs politiques, ce n'est pas ceux qui se sont mieux positionnés sur cet événement. Bon, nous sommes un pays particulier en ce que lorsque nous ne sommes pas partie prenante dans l'organisation d'un événement,
nous ne souhaitons pas toujours que ce soit un succès. Et nous ne contribuons en rien à ce que... Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère? On a vu quand même des éditions de la fête de Gani, on a vu des éditions de la fête de Novicha et même de la fête de Wemekwe, malgré ces difficultés. De l'autre côté donc de l'espace autour donc du fleuve Ouémé, on a vu quand même ces grands rendez-vous là mobilisés, que l'on soit de l'opposition de la mouvance. Normalement, avec les Burundais, ça devrait être aussi la même chose. Lorsque les communautés décentralisées et organisées font la fête identitaire, tous les hommes politiques s'obligent à y aller pour des raisons politiques. Parce que c'est un vivier électoral et que si ils font leur fête identitaire et qu'ils ne vous voient pas, vous ne pouvez pas revenir après pour dire que vous voulez recueillir des voix. Mais quand c'est l'État qui organise, quand c'est le gouvernement qui organise, tout de suite, on ne veut pas toujours s'associer à cette organisation-là pour que le bénéfice de la réussite profite au gouvernement. C'est comme ça que je comprends la chose. Sinon, en principe, tous les hommes politiques devaient se donner le devoir de participer au vaudou. Peut-être parce qu'on joue un peu avec l'hypocrisie quand il s'agit de, je dois dire, des religions endogènes. On a vu Boni Yaye ne jamais être présent pendant ces 10 années à la fête du 10 janvier par exemple. Patrice Talon aussi, en tout cas pour ce qui est de son premier quinquennat, n'a jamais été au rendez-vous des 10 janvier. On peut se dire, on comprend un peu les acteurs politiques qui parfois peuvent être accrochés à leur religion personnelle. Oui, on les comprend. Ils sont les plus grands clients de ceux qui animent les religions endogènes, mais c'est la nuit qu'ils vont vers les religions endogènes. Dans la journée, tout le monde est dans le politiquement correct en matière de religion. Et bon, donc on comprend pourquoi le pasteur Boni Yaye, qui a une foi affirmée, n'était pas dans... Et assumé. N'était pas preneur pour les faits des religions endogènes, bien qu'il fasse le nécessaire. Il n'était jamais présent, mais il faisait le nécessaire. Patrice Talon aussi a fait le nécessaire, mais c'est tellement qu'il prévoyait d'avoir organisé des vaudou days, donc il a certainement réservé sa présence peut-être pour ce moment solennel où il ferait son entrée dans l'arène, et nous avons vu que sa présence a été effectivement source de bonheur pour beaucoup de gens. Peut-être qu'on va parler un peu plus loin, de façon plus approfondie. On a commencé à évoquer justement l'aspect que c'est le gouvernement qui organise sa chose. Est-ce que ce n'est pas déjà un handicap pour la pérennité de cette affaire-là? Ça ne devrait pas être un handicap. Parce que quand le gouvernement organise quelque chose, c'est pour nous tous. Et c'est pour le bénéfice de toute la nation. Lorsqu'on met la politique dans tout ce qui se passe dans le pays, dans tout ce qui s'organise, ça nous retarde tous. Et ça, il faut combattre cet esprit-là. Je pense que quand nous avons fini les élections et qu'un gouvernement est à la tâche, il faut l'accompagner dans tout ce qu'il fait, de manière à ce que ce que nous attendons, l'effort soit poussé au maximum par nous tous, que nous obligions ceux qui sont au pouvoir à faire toujours un peu plus dans le but de satisfaire les désirata des uns et des autres. Mais lorsque il y a des clivages politiques, parce que le gouvernement organise quelque chose, ça nous retarde tous. Est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être laisser cette affaire aux acteurs eux-mêmes plutôt que de positionner le gouvernement là-dessus? La Gani, c'est au Batonou ou Batombou de l'organiser. Le Wemekwe, c'est au Wemenu de l'organiser. La fête de Novicha, c'est les Khoulaïkhouila qui en font leurs choses. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut vraiment organiser des événements et surtout se positionner sur des événementiels? Le gouvernement n'est pas organisateur, non? Ce sont tous les événements que vous avez cités là sont des fêtes identitaires localisées. Ici, il s'agit d'un événement national d'envergure dans lequel l'État a mis beaucoup d'argent. Donc, on ne peut pas laisser n'importe qui être à la manœuvre pour gérer ce grand festival. Alors parlons justement de beaucoup d'argent, c'est une parenthèse, hein. Vous avez une idée de combien on a mis là? Non, puisque personne n'a rien annoncé. En théorie, il n'y a rien qui empêche de dire, après un événement de cette envergure-là, de rendre compte aux Béninois de combien de leurs milliards on a pu dépenser pour obtenir le résultat qu'on a obtenu. Et quand on fait ce genre de compte et que dans la transparence tout le monde se retrouve, on est plus motivé à encourager le gouvernement à aller plus loin.
Quand on voit un peu tout ce qui s'est passé, je reviens encore à ma première question. Fallait-il vraiment organiser les Vaudou Days? Il fallait les organiser. Il fallait absolument les organiser. Parce que le besoin s'est fait sentir déjà lorsque, en 1992, le gouvernement du président Nicéphore Soglo avait tenu à marquer cet acte fondamental que nous avions appelé à l'époque WIDA 92, même si c'est en 93 qu'on a eu finalement l'édition. Alors, il y avait un besoin réel de mettre les fils et filles du Bénin autour de ce qui les unit, c'est-à-dire ce qui détermine leur identité et qui fait la particularité de notre pays. Ce qui surtout est vendable sur le plan international à beaucoup de touristes qui ne demandent pas qui n'en demandent pas mieux pour envahir notre pays. Si depuis WIDA 92 nous avions eu de la suite dans les idées et que nous avions continué régulièrement à organiser cette fête identitaire, à organiser ce grand festival, aujourd'hui, je pense que nous en serions déjà à drainer des millions de touristes à chaque édition. Mais comme nous sommes dans un pays où le président part toujours avec son projet et que son successeur arrive avec ses projets à lui, bon, nous en sommes encore à tâtonner depuis 92 et il a fallu que le président Patrice Talon veuille donner un coup de pouce particulier à la fête du vaudou qui se limitait à l'inauguration des chrysanthèmes et à un petit jeu d'amusement entre les fidèles. Bon, aujourd'hui, on a donné une dimension internationale au Vaudou Days et je crois que c'est l'effet recherché, une dimension internationale. Et pour ceux qui ont pu se rendre à WIDA, il y avait énormément d'étrangers qui étaient venus et beaucoup aussi de Béninois. On parle de 90 000 personnes qui ont visité la place. Quand on s'aventure sur les chiffres, sur le chantier des chiffres, là, on tombe, je dois dire, dans un tourbillon qui vous saisit. On a les chiffres officiels 97 000, oui, il y a un autre organe de presse non moins important, notamment Fraternité, qui parle de 53 000. On a d'autres qui disent qu'il y en a légèrement un peu plus. Donc, vraiment, on est dans un tourbillon. On attend vraiment que les voix plus autorisées puissent faire, je dois dire, la part de façon officielle. Il me semble que le ministère de la Culture a parlé de 97 000. De 97 000 Oui, 97 000 participants. C'est un institut qui parlait de 90 000. Oui. Bon, moi, j'ai fait plus confiance à un institut qui est spécialisé dans ce genre d'activité. Mais bon, on attendra bien que le gouvernement lui-même veuille nous révéler le nombre de personnes. Alors, je vais encore reprendre une autre de mes questions puisque votre intervention me permet ou m'oblige à le faire. WIDA 92 a dû se perdre dans l'oubli avec le fil du temps parce que justement, un gouvernement l'a porté. Et comme nous sommes au Bénin, ce sont toujours que quand un gouvernement arrive, il oublie toujours ce qui a été fait précédemment. Et ma question que j'avais posée déjà, est-ce que ce n'est pas une erreur de faire porter l'organisation des Vaudou Days par un gouvernement, fait-il de Patrice Talon? Si on ne le fait pas porter par un gouvernement, il ne prospérera pas. Parce que, comme je le disais, c'est une activité qui nécessite l'injection massive de fonds publics. Et quand on injecte des fonds publics massivement, il faut que le gouvernement soit à la manœuvre et au contrôle. Sinon, on va se retrouver face à des situations de détournement de fonds qu'on ne pourra pas justifier. Alors, c'était pas à WIDA, c'était pas seulement les danses, les couleurs, les vaudous qui étaient vraiment en fait et au devant de la scène. Il y avait aussi la polémique. Hein. Ça a commencé très tôt, dimanche, avec déjà cette caravane assez surprenante des Brésiliennes. C'est d'ailleurs même, doit-on dire, l'attraction à la fin. C'était la grande attraction et je pense que c'était l'objectif. Ceux qui ont introduit... De nous choquer comme ça. Ceux qui ont introduit cette caravane voulaient effectivement créer une sorte de buzz, et faire en sorte que ça nous fasse réagir. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui se sont rués à WIDA après avoir vu cette caravane-là. Oui, parce que c'était un spectacle agréable quand même que de voir ces femmes-là en bikini et tout ça. C'est vrai que quelques personnes ont eu leur accès de puritanisme et de pudibonderie, mais en réalité, ça s'explique. Ça s'explique. Et si on veut rentrer dans les détails, la voilure de la femme n'est pas ne prend pas sa source dans le vaudou.
que la femme soit voilée aujourd'hui est un acquis de notre société, c'est une valeur sociétale importante, mais ce n'est pas du vaudou que vient... La preuve, ce ne sont pas seulement les fidèles du vaudou ou ceux qui ont été curieux des événements de Ouida qui s'en sont offusqués. Hein. Il doit dire le choc est venu d'un peu partout. Ceux qui ont été choqués ont lu ces événements-là à travers le prisme de leur foi et de leurs convictions personnelles. C'est tout. Et ont-ils tort? Ils n'ont pas tort. C'est pour ça que je dis on ne peut pas faire l'unanimité quand on organise quelque chose comme ça. Il y a toujours des gens. Un musulman ne peut pas voir ce que ces images-là véhiculaient et considérer que c'est normal. Parce que la foi du musulman oblige la femme à se voiler aussi intégralement que possible. Il en est de même d'ailleurs pour un certain nombre de chrétiens. Quand vous regardez les sœurs religieuses, c'est l'image que cette religion-là projette de la femme. Et donc, lorsque ces personnes-là regardent ce qui s'est passé à Vaudou... Finalement, qui était content? Sinon que les fidèles de Vaudou n'étaient pas contents, les chrétiens n'étaient pas contents, les musulmans n'étaient pas contents. Les fidèles de Vaudou, qui étaient contents finalement? Les fidèles de Vaudou qui n'étaient pas contents sont des ignorants. Comment ça? Parce que le Vaudou est synonyme de nudité et d'érotisme. Je ne comprends pas. Bien, je vais vous l'expliquer. Dans la culture du vaudou, il y a des éléments évidents qui renvoient à l'érotisme. Comme quoi? Comme le legba. L'érotisme du regard d'abord, par le legba, avec son phallus impressionnant, volontairement impressionnant, pour illustrer la virilité et le... Mais ça, c'est une illustration, comme vous le dites si bien. Ce n'est pas de la réalité. On n'a jamais vu un fidèle de vaudou se promener phallus en main en public. Lorsqu'une religion, lorsque le vaudou se donne des images, ces images sont parlantes. Ces images ont une signification. Donc, le legba est le symbole de la virilité et du priapisme. Et non de l'exposition sexuelle. On ne peut pas, en voyant le legba pour la première fois, ne pas avoir par association d'idées des flashs d'érotisme. Lorsque dans des couvents donnés, il y a des personnes, des jeunes filles nubiles qui sont enrôlées et qui, après les cérémonies, reçoivent des scarifications qui rendent leur peau extrêmement belle et qui n'ont pas le droit de couvrir la partie supérieure de leur corps. Mais je ne sais pas si vous avez l'habitude de fréquenter les milieux où ce genre de femmes vous avez dit la partie supérieure et jamais en dessous du nombril. Ce que nous avons vu, c'est en dessous du nombril et c'est même le dessous du nombril qui a été suffisamment exposé. Hein. L'image qui a même été beaucoup plus, qui a beaucoup plus attiré l'attention, c'est surtout l'image où la partie supérieure de la femme a été suffisamment protégée et que c'est la partie inférieure qui a été exhibée. Elle était en bikini. Elle n'était pas nue, elle était en bikini. Les seins étaient bien protégés. Et nous voyons les femmes en bikini tous les jours à la télé, tous les jours à la plage, tous les jours autour de nous. Même jusqu'au festival du vaudou. Et c'est pourquoi je vous dis, et il faut que je l'explique. Allez-y. Voir ça au festival du vaudou ne peut pas choquer. Ah oui? Non. Parce que le vaudou, j'insiste pour le dire, le vaudou s'accommode parfaitement de la nudité et de l'érotisme. Le deuxième symbole du regard, je viens de vous l'expliquer. Le symbole vaudou de l'érotisme vocal. Depuis la nuit des temps, il n'y a que dans les chansons vaudou que vous entendez des paroles violemment érotiques. Le monde profane n'a commencé par chanter ces chansons-là que très récemment. Ce n'était que les chansons vaudou qui étaient violemment érotiques. Entre les paroles et l'image, il y a un grand champ, il y a un grand fossé. J'ai pas fini, Tanguy. J'ai pas fini. Oui. Et c'est dans le répertoire des chansons vaudou qu'on appelle un chat, nulle part ailleurs. Vous l'entendrez nulle part ailleurs. Dans la société, si quelqu'un, un profane se met à appeler un chat,
tout le monde tout de suite se braque. Mais dans les chansons vaudou, on appelle un chat un chat. D'accord? Les danses vaudou, pendant longtemps, c'est seulement dans les danses vaudou qu'il y avait de l'érotisme. C'est aujourd'hui qu'on a commencé dans le monde profane par faire des danses érotiques. Sinon, c'est seulement dans le vaudou qu'il y avait des danses érotiques. Vous avez parlé d'érotisme, vous n'avez pas parlé d'exposition de la nudité de la femme. L'exposition n'a rien à voir avec l'érotisme. J'ai pas fini, oui. Tanguy. J'ai pas fini. Ok. Pour faire des initiations dans les rites du vaudou, il faut être nu. Et il y a encore dans notre pays des endroits où, par dizaines, lorsque les jeunes doivent faire leur initiation pour passer à la maturité de la civilité et à la maturité sociale, ils sont nus par dizaines. C'est pas sur la place publique, c'est dans des forêts sacrées. Ils font une procession publique. C'est pas sur la place publique, c'est soit dans un couvent, soit dans la forêt, soit dans la forêt. Renseignez-vous, il y a des endroits encore dans notre pays où c'est une procession publique, en plein midi. Des jeunes filles nubiles, entièrement nues. Ça existe. Ah bon, vous me donnerez beaucoup plus de renseignements, sinon j'avoue que c'est pour vous dire la limite de ma culture. C'est pour vous dire que le vaudou, c'est le seul, comment dire, c'est la seule spiritualité dans laquelle, pour vous adresser à Dieu dans des rituels sérieux, vous devez être nu. Mais dans toutes les autres religions, vous devez être bien habillé et bien couvert. C'est un paradoxe. Donc, voir une femme qui est comme la belle dame brésilienne que nous avons vue à la fête du vaudou, personnellement, je pense que ça n'a rien de choquant. Ceux que ça a choqué, c'est ceux qui ont vu cette image-là et l'ont interprétée à travers la foi personnelle qu'ils ont et la conviction personnelle qu'ils ont qu'une femme doit rester couverte. Dans les rythmes qui ont été exposés au cours des Vaudou Days, il y a des Vaudou-ci qui étaient à peine habillés. Ah oui? Ah ben, il y en a qui étaient à peine habillés. En bikini par exemple? C'est même pire que bikini. J'ai certainement pas suivi alors. Alors, lorsque mais même quand on remonte à l'histoire, nos parents ont commencé à pratiquer le vaudou au XVIIe siècle. À votre avis, ils étaient habillés comment? C'est peut-être cette connexion-là qu'on a perpétuée à travers le temps. Ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps exposé depuis le XVIIe siècle, exposé tout le temps la femme et sa nudité comme une marchandise. Surtout une instrumentalisation. Il y a des fêtes. Laissez-moi finir, une instrumentalisation de cette nudité afin d'attirer les regards. Vous aviez dit que c'est cette caravane qui a attiré du monde à Ouida. La caravane qui a attiré les touristes à Ouida était une caravane brésilienne. Ce n'est pas une caravane béninoise. Donc, la culture béninoise étant transposée au Brésil, et les Brésiliens en ayant fait ce qu'ils en ont fait, ça peut nous retourner ça peut nous retourner maintenant à la figure. Il est normal que, étant donné que c'est une émanation de la culture du Bénin qui est là-bas au Brésil, il est normal que nous fassions appel à ceux-là, parce que tous les Brésiliens, sachant qu'il se passe quelque chose comme ça à Ouida, pourraient se sentir concernés et vouloir tous arriver. D'autres polémiques, il n'y a pas que seulement la femme brésilienne qui a retenu notre attention. D'autres polémiques. Pourquoi la ville de Ouida, pour la concentration de toutes les manifestations, certains ont même dit que c'est une concentration de manifestations dans la partie méridionale du pays et que le nord n'était pas concerné, alors même qu'il y a des vaudous au nord et des vaudous aussi au nord. Est-ce qu'ils n'ont pas quelque part raison? Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, mais je pense qu'il faut déjà commencer par quelque part avant d'étendre progressivement, parce qu'on ne peut pas, qui trop embrasse mal les trains. Il faut déjà avoir une certaine maîtrise de ce qui se passe à Ouida avant, peut-être dans les prochaines éditions, de prendre des dispositions pour que dans les départements et dans les autres communes aussi, il puisse y avoir des fêtes de cette nature-là. Mais ce qu'il fallait faire, c'est que Ouida, c'est une concentration, c'est une ville historique. Où nous avons tous une histoire qui se rapporte à cette ville, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, que cette ville a été choisie pour les places qu'elle abrite déjà, pour la porte du non-retour et tout le reste,
et pour la richesse du culte et de la culture vaudou qu'il y a sur place. Je pense que c'est un peu normal de commencer par là. Et puis ensuite, bon, on verra certainement qu'on ne peut pas faire une fête tournante dans tous les cas, parce que les monuments qui sont construits, les places publiques qui sont aménagées ne peuvent pas être retrouvées partout et déplacées non plus. Donc, je pense que la fête, pour que ça soit perpétuer de manière avantageuse, il faut que la fête soit localisée quelque part et qu'ensuite, bon, il y a des démembrements, un peu comme lorsque nous fêtons le 1er août. Il y a autre polémique, autre sujet de curiosité aussi à cette occasion, des invités qu'on a été surpris de voir à cette fête. Il y a même un néologisme qui est né, on en parlait de rumbatisation à l'occasion de la fête du Vaudou. Qu'est-ce que la rumba d'un certain Koffi Olomide vient chercher à une fête de Vaudou à Ouidah? Bon, on peut faire la critique autant qu'on veut, mais je pense que c'est l'idée de base qu'il faut rechercher. Pourquoi était-il nécessaire de faire venir les Brésiliens? C'est la même raison qui a présidé à l'invitation d'un Koffi Olomide qui fait une musique qui, du seul fait de sa publicité, pouvait attirer beaucoup de gens. N'oubliez pas que l'objectif principal des Vodou Days, ce n'était pas que de faire des défilés des vaudous, c'est surtout de drainer vers notre pays des touristes venant de tous horizons. Et tous les moyens étaient bons pour attirer le maximum de personnes. Parce qu'aujourd'hui, le parc animalier que nous avons ne draine plus aucun touriste. Il faut trouver d'autres moyens, il faut diversifier nos sources comment on dit, de tourisme. Et c'est normal qu'on ait trouvé à travers le carnaval de Rio un certain créneau pour attirer beaucoup de gens, à travers Koffi Olomide qui est une vedette planétaire, beaucoup de gens. Donc c'est un peu dans cette veine-là qu'il faut comprendre que la rumba a été invitée à la plage de Ouidah. En tout cas, certains ont dansé, ceux à qui cela n'a pas plu, ils sont restés à moquer. Est-ce que vous pouvez quantifier le nombre de personnes qui avaient à ces concerts-là? Non, on doit faire confiance à l'Institut. Je pense que toute proportion gardée, nous n'avions encore jamais organisé quoi que ce soit qui ait drainé autant de monde. Ah oui, même pas la CAN Junior en 2002. Je crois que le Bénin a organisé quand même une compétition continentale de cette envergure qui a quand même... Nos stades contiennent combien de... Allez, autre polémique, c'est justement la date du 10 janvier. Est-ce que vous l'avez senti cette année? Si, si. Ah oui? Ah oui, oui. La date du 10 janvier, il faut la polémique autour de la consultation du phare. Il ne faut plus voir la date du 10 janvier de manière isolée. Ah oui? Et non. Désormais, il y a une fusion entre le 9 et le 10 janvier. Et c'est pourquoi on parle de Vodou Days. On ne parle plus de 10 janvier. Le 10 janvier, ce n'est plus une fête isolée. Désormais, il y a autour une organisation qui a absorbé le 10 janvier et qui s'appelle les Vodou Days, c'est tout. Mais au nom de quoi, dans un pays laïque, on peut consacrer 3 jours d'affilée comme ça à des fêtes pour une religion? Il n'y a eu surtout que l'État en prenne il n'y a eu qu'un seul jour férié. Ah oui. Et il y a eu 3 jours de dépenses et d'exhibitions aussi. Parce que l'État se donne les moyens d'organiser le tourisme national et de faire recette. Donc ce n'est pas de l'argent jeté, c'est un investissement. Il faut compter ça comme un investissement, ce n'est pas de l'argent jeté du tout. Et c'est pour ça que, bon, vous savez, il serait très très bon que l'on puisse nous faire le compte pour dire, bon, nous avons sorti tel montant et à la fin, nous avons fait telle recette. Si nous avons eu bénéfice, nous le saurons. S'il n'y a pas eu de bénéfice, nous saurons aussi que l'année prochaine, il faudra que nous fassions un peu plus d'efforts dans tel ou tel sens pour que chacun mette du sien, pour que nous puissions valoriser notre culture en même temps que nous faisons recette. Parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de drainer des touristes par centaines vers notre pays. Décidément, hein, ces 3 jours, c'est beaucoup de polémiques. Il y a une dernière, la consultation du TOFA, avec des interprétations diverses, variées.
je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça a suscité autant de polémiques? Les premiers mots du professeur Mao Nyonkakpo au sujet du signe Saaklan. Enfin, je ne sais pas si je prononce bien, je ne suis pas un grand initié de la chose phare. Est-ce que vous avez compris quelque chose à cette polémique-là? Pas grand-chose, parce que nous sommes par nature des polémistes. Vous savez, chacun de nous considère que les plus belles pages de l'histoire de notre pays sont celles que lui, il contribue à écrire. C'est un de nos grands défauts. Alors, quand on n'est pas sur place, quand on n'est pas impliqué dans une organisation, tout de suite, on trouve les moyens de dire ceux qui sont là, ils font mal. Nous aurions pu faire plus, nous aurions pu faire mieux. Sinon, je ne vois absolument pas de raison de polémiquer sur un signe qui, après avoir été identifié, a été sommairement interprété. Sommairement. Tout le monde a constaté par la suite qu'on a invité les Bokono après que chacun ait fait les confrontations d'idées, après qu'on ait, par association d'idées, évalué la situation du pays par rapport à ce signe du FA, qu'on se soit venu s'asseoir le dimanche pour expliquer de long en large ce qu'il fallait que chacun comprenne. Il n'y avait aucun motif de polémique. Mais personnellement, j'avoue que j'aurais souhaité que dans cette matière sensible, on n'ait pas mis des hommes politiques. Justement, j'allais demander, est-ce que ce n'est pas la casquette du professeur personnellement, j'aurais souhaité Capo qui fait que la polémique a enflé. À la limite, les hommes politiques qui sont des sachants, comme Capo Maounion, peuvent encadrer l'activité et s'assurer qu'elle se déroule bien. Mais je pense qu'il ne revenait pas à quelqu'un dont la couleur politique est connue, dont l'appartenance politique est évidente. Il n'appartenait pas à une telle personne. Est-ce que c'est un crime qu'en tant que scientifique, qu'on a une couleur politique? Est-ce que le professeur Mao Nyonkakpo est incapable de faire une dissociation entre sa science, qu'il a pris de nombreuses années à apprendre à maîtriser, une dissociation donc entre sa science et sa couleur politique? La science, il y a longtemps qu'elle n'est plus neutre, je pense que je l'avais déjà dit, sur ce plateau, et nous ne nous faisons pas confiance. Nous ne nous faisons pas confiance. Et vous avez dit, l'homme de science, lorsqu'il parle aujourd'hui ou lorsqu'il agit aujourd'hui, c'est en fonction de la table à laquelle il mange. C'est comme ça. Donc, que Capo Maounion ait été de bonne foi ou non, le fait que ce soit lui qui porte publiquement les explications de ce signe-là devait immanquablement donner lieu à une polémique, parce qu'il y a des gens qui auraient voulu être là, qui ne sont pas là. Il y a des gens qui auraient voulu entendre certaines choses qui n'ont pas entendu. Il y a des gens qui considèrent très probablement que Capo Maounion a beau prétendre être un homme de science, il n'est pas suffisamment outillé de leur point de vue pour être celui qui dirige les choses. C'est pourquoi je vous dis, moi j'aurais préféré que Capo Maounion, avec sa casquette d'homme politique et de sachant, puisse peut-être encadrer les choses de manière à ce que tout se déroule bien, mais que ce soit les personnes les plus anonymes, mais les plus efficaces qu'on est allé chercher pour faire le FA, qui nous disent ce qu'ils ont dit. Je crois que il y aurait eu moins de polémiques et nous nous serions entendus sur l'essentiel. Là-dessus, est-ce qu'on n'a pas arraché peut-être une initiative, une organisation à des organisateurs ou à des acteurs, pardon, à des organisateurs ou à des acteurs qui appartiennent à la chose et qui pratiquent la chose au quotidien? Est-ce qu'on ne leur a pas arraché leur chose pour en faire quelque chose qu'on veut personnaliser, peut-être et même rendre politique? Il n'y a que la polémique à remarquer l'absence d'un certain David Kofi Aza, qui est quand même l'initiateur de cette affaire de Tofa depuis plusieurs années. Il y a aussi que les premières interprétations ont mis au devant et au centre, je dois dire des paroles révélées, la personne de Patrice Talon plutôt que le Bénin. Et certains ont tout fait de parler de Toganfa, donc le Fa du Togan, du chef, plutôt que de le Fa, le Tofa, qui est le Fa national ou le Fa de tout l'ensemble de la société. Bon, je ne sais pas si il y a eu des problèmes
pour que le professeur David Kofi Azar soit absent des Vodou Days. Bon, il m'a semblé que le professeur Kakoma Oignon expliquait qu'il avait probablement un empêchement. Et j'ai trouvé ça curieux parce que s'il avait eu des empêchements, il aurait su à coup sûr. Bon, mais s'il dit qu'il a probablement eu des empêchements et que le professeur Azar lui-même n'est pas encore venu nous dire la raison particulière pour laquelle il n'était pas présent, bon, on prend ça comme ça. Mais je considère qu'à partir du moment où il y a déjà un hiatus entre ceux qui sont... qui faisaient leurs choses. Oui, ceux qui sont les détenteurs de titres fonciers du TOFA n'étaient pas présents et c'est d'autres personnes qui, aujourd'hui, lorsque la chose a pris de l'ampleur, a pris de l'envergure et est devenue sérieuse, c'est d'autres personnes qui ont pris les devants. Je pense que déjà à ce niveau-là, il y avait déjà lieu de penser qu'il y aurait polémique et que, quelle que soit l'interprétation du fait que les premiers auraient donné, d'autres auraient à coup sûr trouvé à y redire. On a fait du TOFA plutôt que du TOFA. Oui, bon, ça, je pense qu'il y a une explication à donner. Je ne la connais pas trop, mais je pense que le FA s'adresse à celui qui a demandé à être éclairé sur un certain nombre de choses. Si le Hadjikoui que l'on prend pour le Hadjikoui a été donné au président de la République qui a fait les demandes là-dessus, il est normal que ce soit à lui que le FA s'adresse, au Bénin bien sûr, mais à travers lui. En théorie, c'est ça. Parce que c'est le roi qui demandait le TOFA pour lui. Ce n'est pas pour les citoyens. C'était pour lui. Parce qu'il voulait s'assurer de prendre toutes les dispositions pour que le pouvoir ne lui échappe pas. Pour que le pouvoir pour que la branche ne se cache pas dans les bras du caméléon. C'est un peu ça. Donc, normalement, quand on fait le TOFA, c'est au roi que le TOFA s'adresse. Et bon, je pense que si c'est Patrice Talon qui a demandé, il est un peu normal que ce soit à lui qu'on se soit adressé. Et qu'à travers ce qu'on lui a dit, tous les Béninois puissent se reconnaître un peu. Comment voyez-vous l'avenir des Vodou Days? Alors, c'est une initiative de Patrice Talon. Et si son successeur ne trouve pas l'intérêt de continuer une telle manifestation, ça connaîtra le sort de Ouida 92. Donc, il faut que nous trouvions le moyen de pérenniser ça. Mais quoi qu'on puisse faire, le prochain président est celui qui décidera si ça l'intéresse ou non, parce que la constitution de notre pays est faite de telle sorte que c'est le président qui détermine et qui conduit la politique nationale. Faut-il alors l'insérer dans la constitution? Ah ben, je ne sais pas. Je vais faire la transition justement pour parler de cette polémique liée à la révision de la Constitution. Là, on aborde les sujets politiques. Et il y en a deux que j'ai retenus pour nos moments d'échange à ce numéro donc de votre émission. L'amendement ou les amendements annoncés au code électoral d'ailleurs. Le test est retourné sur la table des députés en attendant qu'ils y réfléchissent de façon plus approfondie, en tout cas suivant les indications de la Cour constitutionnelle. Mais déjà qu'il y a une polémique dehors, la révision de la Constitution, certains sont sûrs qu'il y a des choses qui se trament pour que la Constitution soit révisée une deuxième fois sous Patrice Talon. Le porte-parole du gouvernement a beau dire ce n'est pas vrai, mais les gens n'y croient pas. Moi, c'est le fétichisme qui entoure cette affaire-là qui me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que je pense que la Constitution, on peut en faire ce qu'on veut. Non, c'est pas le cas d'exercice de l'écolier, la Constitution. Non. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. On peut en faire ce qu'on veut. À partir du moment où c'est le peuple qui est détenteur du pouvoir et de la souveraineté, qui décide d'en faire ce qu'il veut. Le chef de l'État ne peut pas en faire ce qu'il veut. Les députés ne devraient pas pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Mais si le peuple béninois... C'est qui le peuple? Il est où? Il est logé où? Comment on consulte son avis? C'est celui qu'on consulte. Comment est-ce qu'on sait qu'il veut ou qu'il ne veut pas? Il faut le consulter. Pas forcément en faisant un référendum, mais en faisant la popularisation des points qu'il nous paraît essentiel de réviser, que nous aurons recensés et que nous aurons fait connaître à tout le monde. On ne peut pas considérer que ceux qui sont au pouvoir sont intelligents pendant que ceux qui ne sont pas au pouvoir sont des cancres.
Parce que si ceux qui sont au pouvoir sont les plus intelligents, on ne serait pas en train de remarquer aujourd'hui la nécessité de retoucher à un code électoral qui comporte des énormités qu'on aurait pu éviter si peut-être on avait pris le temps d'associer tout le monde. C'est pourquoi je vous dis, la Constitution nous appartient, à nous Béninois. Nous pouvons faire ce que nous voulons. La Constitution de la République française, de la 5e République, date de 1958. Elle a été révisée 24 fois à ce jour. Entre 1958 et aujourd'hui. Il y a beaucoup d'années, hein, je ne vois pas rapidement le calcul mental, mais ça fait quand même 65 ans. Voilà. 65 ans. Si leur constitution... En 65 ans, 24 fois. 24 fois. Eux, qui sont nos maîtres à penser en la matière. Eux, que nous copions. Mais là, si en 65 ans, oui, eux, ils ont déjà révisé 24 fois, ça veut dire qu'il y a toujours des raisons dans la dynamique des peuples, dans la dynamique de la vie politique, il y a toujours des raisons de réajuster des choses dans la Constitution. Oui, mais à cette allure, si nous avons révisé en 2019 et que déjà en 2023 ou 2024, on en sent la nécessité, d'ici 65 ans, on ne sera pas à 24 fois. Hein? Je ne sais pas si on ne va pas atteindre les 1000. Nous n'avons pas encore révisé 5 fois. Nous n'avons pas encore révisé 5 fois. Et si eux, ils ont révisé 24 fois, nous pouvons réviser 40 fois. Parce que nous sommes des apprentis par rapport à eux. Donc on peut faire des erreurs. Ce n'est pas de réviser la Constitution qui est un problème. Oui. C'est ce qu'on veut introduire dans la Constitution. C'est ça qui est un problème. Oui. Et on ne peut pas le faire en catimini. On ne peut pas le faire en faisant des cachotteries. On ne peut pas le faire en faisant de l'esprit. Oui, mais personne ne cache rien. Le gouvernement a dit nous ne sommes pas demandeurs. Bon, on ne sait pas qui demande une révision de la Constitution. Je vous ai dit, il y a cette polémique. Nous sommes un peuple de polémistes, n'est-ce pas? Et généralement, il n'y a pas de fumée sans feu. Ok. Lorsque la Cour constitutionnelle a émis son avis, sa proposition de en disant qu'il faut toucher le code électoral, au code électoral, comme nous nous connaissons tous dans le pays, ceux qui ne sont pas au pouvoir savent ce qu'eux, ils auraient pu faire s'ils avaient eu avec cette opportunité-là, ce qu'ils auraient pu faire, eux, ils savent. C'est pour ça qu'ils sont sur les dents, c'est pour ça qu'ils sont frileux. Parce qu'ils savent que s'ils avaient été à la place des autres, cette brèche-là leur suffisait pour faire ce qu'ils voulaient faire. C'est quand même clair, hein? Ou bien il y a une confusion possible entre le code électoral et la Constitution. C'est deux textes totalement différents. On peut, en voulant corriger ce qui est dans le code électoral, on peut, en voulant corriger ça, aller toucher à la Constitution. Ah oui? Ah si, si. Deux tests différents, je rappelle. C'est deux tests différents. Mais l'un découle de l'autre. Et s'il y a des ajustements à faire dans le code électoral, on peut faire des ajustements qui nécessitent par la suite qu'on aille toucher à la Constitution. Ah oui? Ou bien on fait des ajustements en tenant compte des canevas tracés par la Constitution qui est là. Non, bon, si c'est ça qu'on devait faire, on n'aurait pas retouché au code électoral la dernière fois. Non, il est possible, à partir de la brèche qui est ouverte, ou alors même de ressaisir la Cour constitutionnelle sur d'autres points qui l'obligeraient à dire, pour corriger, qu'il faut toucher à la Constitution. Bref, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que ceux qui ne sont pas au sein de la mouvance présidentielle, qui ne sont pas au pouvoir, savent parfaitement que si le pouvoir tenait à réviser la Constitution à partir de la brèche que la Cour constitutionnelle a pu ouvrir, ce serait parfaitement possible. Et c'est pour ça que les gens sont frileux. Parce que si une telle révision devait advenir à partir du moment où ça n'a pas fait l'objet d'un consensus, à partir du moment où ça n'a pas fait, les points à réviser n'ont pas fait l'objet d'une discussion pour permettre, y compris à ceux qui ne sont pas au pouvoir, d'apporter leur touche, ça pose un problème. Parce que, vous savez, la dernière révision fait apparaître aujourd'hui des failles qui ne sont pas compréhensibles. J'ai entendu le professeur Théodore Rollo récemment réagir sur un certain nombre de choses, et j'ai entendu une ancienne bande du professeur Joël Aïvo qui, analysant les tenants et aboutissants de la dernière révision de la Constitution, disait des choses qui s'avèrent aujourd'hui absolument vérifiées. Donc, c'est ça que je déplore sur ce plateau chaque fois.
si nous pouvons permettre à nos sachants, comme le professeur Aïvo, de rester à l'université et de profiter de leurs sciences et de nous faire bénéficier de leurs sciences, ce serait pour le plus grand bénéfice de la nation. On ne peut pas ériger des murs étanches, infranchissants entre les couloirs. À partir du moment où lui, il est entré dans l'arène politique, nous avons perdu le bénéfice de sa science. Mais pourtant, ce qu'il a dit il y a quelques années s'avère... Qui en a tenu compte aujourd'hui? Qui en a tenu compte? Oui. Il n'aurait pas été de l'opposition, il n'aurait pas été dans l'arène politique, les gens auraient tenu compte de ça. Ah oui? Ah oui, mais il avait donné son avis quand on l'a consulté, je crois, au début du quinquennat de Patrice Talon, le tout premier. Tout à fait. Il a donné son avis. Et on est passé outre quand même. Non, on n'est pas passé complètement outre. Ah oui? Ah non, on n'est pas passé complètement outre. Et il le dira lui-même. Parce qu'on a demandé expressément son avis, parce qu'on avait besoin d'entendre son avis. C'est dire ça qui est important. Aujourd'hui, qui demanderait son avis sur une question comme ça? Personne. Parce qu'il a un camp, il est partisan, il a un camp politique et que bon, sa science n'est plus neutre. C'est ça, c'est ce que je déplore. Donc, je pense que s'il doit y avoir révision de la Constitution, il faut s'entendre pour dire que ce n'est pas le fait de réviser qui est un problème. Mais il y a des mécanismes pour que tout le monde participe à cette révision afin que nous soyons tous d'accord pour tout ce que nous mettons. Est-ce que le mécanisme a été ce mécanisme? Non, mais à partir du moment où le pouvoir n'a pas dit qu'il veut réviser, oui. C'est à partir des propos du président de l'Assemblée nationale que la polémique a pris corps et vie. Bon. On ne se trompe pas, on ne trébuche pas par deux fois, non? Sa langue a visiblement fauché deux fois. Sa langue n'a pas fauché, lui c'est ce qu'il dit. Sa langue a fauché deux fois. La première fois, c'était lors de son investiture. La deuxième fois. Clairement dit, avec des mots assez clairs, que la Constitution sera révisée, en tout cas sous cette mandature donc des parlementaires que nous avons là, avant maintenant la dernière sortie. Ça fait partie des raisons pour lesquelles certaines personnes sont absolument convaincues qu'il y a des choses qui se trament. Surtout ces derniers temps, les déplacements de Patrice Talon au domicile d'un certain Adrien Ongbeji et aussi peut-être de Louis Vlavonou au domicile du même acteur politique précédemment cité. Les sorties politiques et médiatiques aussi du chef de l'État, ça peut avoir alimenté la suspicion. Ça ne devrait pas nous gêner. Ça suppose que le président est dans une large consultation. Ah oui? Espérons que cette consultation va toucher toutes les autres couches du pays, à savoir Boniaï, par exemple, et tous les démocrates qui pourraient s'asseoir autour de thèmes très précis pour donner leur avis sur les tenants et aboutissants d'une révision quelconque. La Cour constitutionnelle, j'ai 2 minutes, la Cour constitutionnelle qui demande de réviser 2 points précis au niveau du code électoral. Pourtant, si on demandait à la Sénat quel est son avis, ce ne serait pas 2 points seulement, quand on voit un peu tout ce qu'il y a eu autour de ces tests et même son application, notamment même les partis politiques d'ailleurs, des députés qui ont été obligés, qui ont voté le test, qui ont été obligés d'aller voir la Sénat pour se faire expliquer un peu ce qu'ils ont voté. Est-ce que vraiment 2 points pour ce code électoral, on sera vraiment prêt pour l'appliquer pour les élections générales de 2026 là? Bon, je pense que s'il faut réviser le code électoral, il va falloir s'asseoir. Peut-être que c'est de ça que parle le président de l'Assemblée nationale en parlant de refonte du système. Ah ben j'en sais rien. Peut-être bien que c'est de ces choses-là qu'il parle. Pour il y a beaucoup de choses à revoir et peut-être que bon, les consultations sont en train de se faire autour de tous ces points-là pour que tout le monde participe. Parce que ce qui est important, c'est que tout le monde participe à la révision, s'il devait y avoir révision. Anissé Kalosoke, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite encore une fois bonne et heureuse année et à la prochaine fois.